Deuxième débat, là, nous allons parler de migration et d'asile. Migration et d'asile, c'était de toute façon un sujet de la présidence de l'Union européenne, puisqu'il y avait le pacte asile-migration sur la table, mais qui devient encore plus prégnant avec évidemment principalement en Pologne. Je vous proposerai une question là-dessus. L'Union européenne vient de décider de verser 17 milliards pour aider le pays à accueillir ces 4 millions. Et l'Allemagne propose de faire des quotas de relocalisation obligatoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec toute cette méthodologie, vous, au Parti européen d'écologie Les Verts? Donc, notre position sur, en gros, le système Dublin, qui est le système actuel, qui veut que la responsabilité de l'accueil pèse sur le pays de première entrée, ce qui est un mauvais système, puisque ça fait peser de façon déséquilibrée le poids sur certains pays, et en plus, ça ne correspond pas nécessairement à la volonté des personnes qu'on doit accueillir et à leur intégration, puisqu'ils ont parfois des liens familiaux, etc., dans d'autres pays, et qu'en fait, il vaudrait mieux pour tout le monde, et que les pays peuvent être volontaires pour les accueillir, et en fait, il vaudrait mieux pour tout le monde que ce soit arrangé de façon un peu plus intelligente. Donc nous, ce qu'on porte, c'est un système, d'abord un système plus commun, où il y ait où la demande d'asile soit faite dans des centres européens. Donc un droit d'asile commun. Un droit d'asile commun, et qu'ensuite, qu'il soit plus rapide aussi, parce qu'il y a parfois des processus qui durent. Qui sont souvent dus au pays, enfin, je veux dire, la durée pour traiter de traitement des droits d'asile. Très inégale en fonction des pays. Des pays européens, mais aussi des pays d'où viennent ces gens-là. Ça, j'ai pas compris. Ben si, parce que parfois la personne qui demande asile dit appartenir à tel pays. Il faut savoir si le pays lui-même est recevable à l'asile. Enfin, c'est compliqué, c'est pas simple. Ok, bon, d'accord. En tout cas, ce qu'on propose, c'est d'avoir une gestion européenne avec des centres européens qui accueillent, qui examinent les demandes. Et qui ensuite, et donc en fait nous ce qu'on propose, on n'est pas contre les quotas de relocalisation obligatoire en dernier recours, parce que peut-être qu'il faut, mais c'est un mécanisme à en deux temps, où d'abord on est la solidarité et le volontariat qui fonctionnent. Donc il y a des États des communautés locales, etc., qui vont se porter volontaires pour accueillir des gens. Et il y a des gens qui vont dire, moi j'ai envie d'aller en Angleterre. Pardon, en Angleterre, désolé, c'est vrai que... Non mais pourquoi pas? Non mais je le sais parce qu'en plus je fais partie de gens qui ont négocié les accords du Brexit, mais quand même c'est tellement stupide comme décision que parfois j'ai du mal à m'y faire. Bref, donc je voudrais aller au Danemark. Le Danemark s'est porté volontaire pour accueillir tant de personnes. Il y a beaucoup, on constate que l'acceptation d'accueil des réfugiés, les demandes des réfugiés, beaucoup seraient réglées par le volontariat si on arrêtait avec ce système de Dublin. Et si tout n'était pas rempli, eh bien oui, il faudrait des quotas obligatoires. Le mouvement européen, on en a parlé tout à l'heure, a fait une trentaine de propositions, notamment sur migration et asile, et constate que aujourd'hui, c'est le commissaire en charge des affaires intérieures, c'est-à-dire en charge de la sécurité, de la police, qui gère. Le mouvement européen propose qu'il y ait un commissaire en charge précisément des migrations, c'est-à-dire qu'il y ait une vision plus globale qui intègre la sécurité, oui, l'école, la santé, etc. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Oui, et on a une proposition similaire au niveau national. Effectivement, la question de l'asile et de l'immigration n'est pas une question de sécurité intérieure. Elle peut le devenir dans certains cas, mais c'est d'abord une question de droits humains, d'accueil, de santé, d'accès aux services publics, de gestion de l'hébergement, bien avant d'être une question de sécurité. Sur l'attitude de la Pologne et de la Hongrie, la Pologne aujourd'hui reçoit, je crois, plus de 2 millions de son territoire.
On voit que peut-être un peu moins du gouvernement polonais, mais en tout cas des Polonais est très ouvert. On a un peu l'impression, et je voudrais qu'il y a deux poids deux mesures. D'un côté, la Pologne et la Hongrie acceptent les Ukrainiens parce qu'ils sont blancs et orthodoxes, et moins ou les Afghans parce qu'ils sont légèrement basanés et ils sont musulmans. Est-ce que je parle cash? Mais est-ce que c'est votre sentiment? Alors je pense que c'est pas qu'un sentiment, et je pense que c'est pas que la Pologne et la Hongrie. Parce que moi je constate quand même que les déclarations du gouvernement français, des différents ministres et des différentes forces politiques n'a pas été la même quand il s'est agi de parler des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes que quand il s'agit de parler des Syriens, des Afghans et de tous les autres. Donc, vous avez raison, c'est pas un sentiment, c'est tout à fait vrai, on ne traite pas de la même manière, et quelque part, il y a un aspect positif à cette histoire. Les gens se rendent compte que, en fait, malheureusement, quand c'est des Ukrainiens, ils se rendent compte que c'est terrible, et ça a changé. Moi, j'ai entendu des discours, y compris de personnalités politiques, qui avaient été très durs au moment de la crise syrienne, dire que c'était une connerie et qui regrettaient leurs propos. Voilà, mais c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et malheureusement, ce n'est pas que la Pologne et la Hongrie. Sur le pacte migration et asile, quelle est la position du groupe? Ben, je vous l'ai dit, nous, notre système, c'est un système, donc il y a trois éléments. C'est un système européen, donc des centres européens, avec une analyse des dossiers européens, et un mécanisme à 2 étages. Réglé avec le volontariat, la plupart des locations, et si ce n'est pas suffisant, avoir effectivement un mécanisme de quota obligatoire associé à des sanctions pour les États qui ne voudraient pas accueillir les réfugiés. Et Frontex, c'est une agence que vous respectez ou dont vous dites, comme certains, qu'elle n'est pas contrôlée démocratiquement? Elle est effectivement mal contrôlée démocratiquement. On a eu vent de choses extrêmement graves chez Frontex, puisque les accusations sont extrêmement graves. C'est parfaitement illégal. Comment on dit en français, pushbacks, les refoulements, voilà, qui sont parfaitement illégaux. Après, c'est une responsabilité politique. Frontex est une agence, mais elle doit être gérée politiquement. Donc, il y a une responsabilité politique derrière de ne pas avoir géré les choses différemment. C'est une agence qui agit avec un mandat. Des moyens, un mandat, des objectifs donnés par le politique. Donc voilà, c'est pas Frontex tout seul, c'est la politique migratoire qu'il y a derrière. On a mis une agence dont on a donné le mandat principal, non pas d'accueillir les gens et de favoriser le respect des droits humains et des valeurs fondamentales, mais de faire qu'il y ait le moins de gens qui rentrent possible. C'est ça le problème, c'est le mandat qu'on a donné à l'agence. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce mandat-là qui a été donné? C'est plutôt la politique de l'Union européenne en matière d'asile et migration, oui. Et donc vous ne seriez pas d'accord à avoir ces effectifs augmentés tels que c'est convenu? Mais ça dépend ce qu'ils vont faire. Ça dépend quel mandat ils ont. Si le mandat c'est de mieux accueillir, de respecter les droits et les valeurs fondamentales, de faire attention à ce que les gens qui ont besoin d'aller chez un médecin, d'avoir accès à tel ou tel service puissent y avoir accès, oui. Si la mission principale qu'ils ont, c'est de faire qu'on ait une Europe forteresse et qu'il y ait le moins de gens possible qui rentrent et que les gens soient refoulés alors que c'est illégal, la réponse est non. Donc c'est pas une question d'effectifs, c'est une question d'objectifs politiques qu'on donne à ces effectifs. Merci beaucoup. Donc je vous propose de passer le micro à Constance Legris. Je vais vous poser à peu près les mêmes questions, notamment sur ce qu'on fait des millions de réfugiés ukrainiens. Est-ce que, comme le propose l'Allemagne, vous seriez favorable, est-ce que Valérie Pécresse serait favorable à l'idée de ces quotas de relocalisation obligatoire?
Non, nous ne sommes pas favorables à des quotas de relocalisation obligatoires. Ça avait déjà été notre position il y a plusieurs années. Le débat est assez ancien dans les institutions européennes. Il y avait déjà une tentative après la vague migratoire de 2015 et la tentative n'a absolument pas pu aboutir. Il y a eu des oppositions dans quasiment tous les pays, en tout cas de très très nombreux pays, dont le nôtre, à ce qu'il y ait cette obligation de quotas de relocalisation. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Mais parce qu'il faut savoir quand même que tous les États ne sont pas en situation de pouvoir tous accueillir d'une manière satisfaisante, d'une manière digne, d'une manière décente des migrants et des réfugiés. Maintenant, s'agissant des réfugiés ukrainiens, je crois qu'il y a un énorme élan de solidarité qui se manifeste dans la quasi-totalité des pays européens, la Pologne et d'autres régions. N'oublions pas les États baltes qui ont aussi, même si les chiffres sont beaucoup moins considérables, à accueillir dans des conditions extraordinairement difficiles, mais qu'ils assument vraiment avec beaucoup de générosité et de dignité des personnes réfugiées en nombre. Il y a cet élan de solidarité qui se manifeste dans tous nos pays européens, à commencer par le nôtre. Nous savons que nous avons la capacité d'accueillir plus que nous l'avons fait au jour d'aujourd'hui et nous allons le faire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire sur l'affaire de l'accueil des réfugiés ukrainiens, dont nous savons très bien en plus que beaucoup ne veulent qu'une chose, c'est que dès que la situation dans leur pays le permettra, dès que la situation dans leur pays s'améliorera, repartir dans leur pays, retrouver les hommes qui sont restés sur place pour se battre ou participer à l'effort de défense civile, l'effort collectif qui est mené face à l'invasion russe. Et nous serons également toujours, je pense, présents. Il le faudra pour, une fois que ces réfugiés ukrainiens seront repartis dans leur pays, participer massivement à l'effort de reconstruction du pays. Aujourd'hui, je crois qu'on est aux alentours de 10 000 Ukrainiens en France. Un peu plus. Oui. Un peu plus. On est à 32 000. Ouais, 30 000. Est-ce quel serait le chiffre que, selon vous, Valérie? Mais les autorités françaises ont, je crois, indiqué le chiffre de 100 000 pour l'accueil. C'est quelque chose que vous reprendriez à votre compte? Absolument. Je pense qu'il y a, ne serait-ce qu'à regarder autour de soi, dans nos mairies, dans nos départements, dans nos régions, des capacités d'accueil, un déblocage de fonds. Mais on nous a dit exactement le contraire, notamment Éric Ciotti, ou des gens comme Stefanini, dit qu'on est incapable en France d'accueillir. On parle de réfugiés, madame, on parle de gens qui fuient en urgence. Oui, ben les Syriens et les Afghans partaient aussi en fuyant leur pays qui était aussi en guerre. Alors, ce ne sont pas toujours exactement des mêmes populations, des mêmes types de conflits qui étaient fuis. Mais honnêtement, je crois que nous n'avons pas à nous battre la coulpe et Français, Européens de manière générale, à estimer que nous n'avons pas fait, conformément à notre devoir d'accueil et de générosité, ce qu'il fallait pour accueillir les vrais réfugiés, qu'ils soient syriens, afghans, ça paraît un peu étonnant. On dit on est capable d'en accueillir 100 000, alors qu'on avait l'impression sur les Syriens et les Afghans, qui n'étaient pas au nombre de 100 000, que là on n'en était pas capable. Ça paraît un peu deux poids deux mesures, non? Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je vois très bien, non, où vous voulez m'entraîner, mais clairement. Non, je vous pose la question parce que c'est juste à l'écoute. Je n'ai pas le chiffre en tête d'accueil de personnes irakiennes, syriennes, afghanes. On pourrait citer d'autres pays. Il y a un certain nombre de pays africains qui sont aussi traversés soit par des conflits guerriers, soit par des événements famines, des événements climatiques dramatiques, qui sont accueillis en grand nombre sur le sol de l'Union européenne. Encore une fois, Valérie Pécresse n'a jamais parlé d'Europe forteresse. Nous n'avons jamais remis en cause, ce serait d'ailleurs une pure folie, le droit d'asile et la vocation que la France, que l'Union européenne a à être fidèle à sa mission historique, à son devoir, je dirais, d'honneur et de générosité, qui est d'appliquer le droit d'asile et d'offrir un refuge à toutes celles et tous ceux qui fuient la guerre ou qui fuient la persécution politique comme la persécution religieuse. Mais cela ne doit pas nous amener à entrer dans un espèce de mécanisme
bureaucratique et qui, encore une fois, n'a aucune chance de voir le jour parce qu'il a été déjà une première fois refusé de ces quotas de relocalisation obligatoires. Encore une fois, l'élan de générosité et de solidarité, on peut y arriver, sachant qu'encore une fois, une écrasante majorité des réfugiés ukrainiennes, souvent, en très 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 grande majorité, on le sait, les familles, femmes, enfants, personnes très âgées, veulent repartir le plus vite possible dans leur pays. Est-ce que vous seriez d'accord, comme la question que je posais à Mélanie Vogel, pour suivre cette proposition du mouvement européen, de créer un poste de commissaire en charge précisément des migrations et d'asile? Ça a posé des problèmes à l'époque, puisque je crois qu'Ursula von der Leyen voulait faire ça et ça a été repoussé. Mais est-ce que c'est normal que le commissaire qui se charge de ça soit le commissaire en charge des affaires intérieures? Alors, moi, je veux bien rentrer dans un mécano institutionnel. Je ne sais pas si c'est en réalité si fondamental que cela de voir qui a la responsabilité de quoi. Moi, je crois à l'importance du pilotage politique et à l'importance des grandes orientations politiques et des décisions politiques qui sont prises. Et sur le sujet de la politique d'asile et d'immigration telle qu'elle doit être refondée, rénovée, actualisée, transformée à l'intérieur de notre espace européen, je crois aussi au pilotage politique par les exécutifs nationaux. Nous plaidons pour qu'il y ait un pilotage politique, par exemple, de la zone Schengen. Et nous appelons d'ailleurs à une certaine transformation des accords de Schengen, de même que nous pensons que le système Dublin, on en est après Dublin 1 et Dublin 2 à Dublin 3, est à bout de souffle et doit être rénové. Nous plaidons également pour une révision de la directive retour, pour un renforcement à la fois des moyens humains et des moyens budgétaires de l'agence Frontex. Les moyens budgétaires, j'étais encore membre du Parlement européen quand nous n'avons eu de cesse de les augmenter. Ça n'était pas forcément le cas de tous les groupes parlementaires présents au Parlement européen que de voter l'augmentation des budgets de l'agence Frontex. Et avec Valérie Pécresse, nous plaidons pour une accélération du recrutement prévu sur le papier, mais qui doit pouvoir se faire plus vite, des 10 000 gardes-frontières supplémentaires de l'agence Frontex. Et puis également, il y a le renforcement des instruments de coopération avec un certain nombre de pays de transit. Des choses très intéressantes sont faites avec, par exemple, la Mauritanie, avec, par exemple, le Maroc, qui sont des pays de transit. Nous devons aller plus loin dans la coopération avec ces pays-là, notamment une coopération en termes de sécurité, de sécurisation de leurs frontières, d'équipement, de leurs corps douaniers, etc., etc. Merci. Valérie Ayé, alors, quota de relocalisation obligatoire proposé par l'Allemagne. D'abord, je voudrais saluer l'élan de solidarité extraordinaire, notamment des populations partout en Europe, des 27 États membres. Et oui, on a agi très vite pour accompagner les réfugiés ukrainiens. Vous l'avez cité, vous l'avez esquissé tout à l'heure, le dispositif CARE, 17 milliards d'euros que vous avez évoqué, plus le dispositif CARE qui a été mis en place et pour lequel on a voté au Parlement européen la semaine dernière. Et une mission qui a été donnée à l'occasion du dernier sommet par les chefs d'État et de gouvernement à la Commission européenne, à savoir travailler sur la coordination de la prise en charge des réfugiés entre les 27 et travailler sur une plateforme commune d'enregistrement des demandes, une plateforme européenne commune. Et ça, c'est vraiment, je crois, des avancées importantes. Après, quota, pas quota, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que oui, il faut avancer sur la coordination. La Pologne et la Roumanie, qui sont les principaux pays d'accueil, ne l'ont pas demandé à ce stade. Je relève qu'à l'époque de la dernière crise migratoire, notamment la Pologne et la Hongrie avaient refusé toute idée en ce sens. Ça rejoint la question que je posais à Madame Le Gris. On voit bien que les Polonais, d'abord, ils avaient déjà 800 000, je crois, Ukrainiens qui travaillaient déjà chez eux avant. Les Ukrainiens sont des frères pour eux, hein, des frères et des sœurs. Donc ils font un petit peu deux poids, deux mesures selon, je dirais, la nationalité, l'origine des réfugiés, non ? Il y a plus de 2 millions d'Ukrainiens aujourd'hui en Pologne. On a été alertés, notamment par des organisations qui indiquait que certains réfugiés ukrainiens ou non ukrainiens, mais qui étaient basés en Ukraine, n'étaient pas accueillis par la Pologne. On est monté au créneau très vite au Parlement européen, notamment pour demander à ce que toutes
réfugié qui venait d'Ukraine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, soit effectivement accueilli. On a vu par ailleurs ensuite que la Pologne, si elle n'avait pas accueilli tout le monde de la même manière, était revenue dans le droit chemin. Et effectivement, cet impératif de solidarité, d'accueil de l'ensemble des réfugiés est extrêmement important. Et est-ce que vous pensez justement que cette solidarité vis-à-vis de la Pologne peut lui faire comprendre le besoin de solidarité dans l'autre sens? Je l'espère. Est-ce que ça va faire avancer la mentalité des Polonais et peut-être de Kaczynski ou du président Duda, je ne sais pas. Je l'espère. On a vu cet élan de solidarité côté polonais. Orban, dont on sait la proximité avec Poutine, a annoncé très très tôt qu'il était prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens, ce qu'il a fait. Je considère qu'Orban a fait le minimum requis on s'en est tenu au minimum dans cette crise. On a vu lors de la dernière crise qu'il y a eu un manque évident de solidarité vis-à-vis des premiers pays d'accueil. Je pense à la Grèce, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Et ce qui a manqué terriblement, c'est la solidarité, ces deux jambes, solidarité, responsabilité. Et on a laissé ces États d'accueil en proie à leurs difficultés. Chacun a pris sa part, je crois que la France a pris sa part, mais on a eu une divergence ou trop peu d'accompagnement et de solidarité des 27 en la matière. Donc je crois que cette crise, le président de la République, Emmanuel Macron, à la veille de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, a mis dans ses priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne la question de la révision du pacte et des questions migratoires. Parce que oui, mais on n'avance pas sur ça. Non, mais il faut reconnaître que c'est un sujet compliqué entre les États membres qui nécessite ou qui induit des discussions complexes et il faut être à la fois agir en responsabilité et en humanité et solidarité. Le mérite du président de la République, c'est d'avoir dit on arrête de mettre la poussière sous le tapis, maintenant on se met autour de la table et on avance. Et donc ça faisait partie des priorités, avec la demande ou la volonté d'aller sur un véritable pilotage politique de ces questions-là, de travailler sur les réseaux de passeurs. Alors il vous a pas échappé que il y a eu une guerre qui est arrivée, que néanmoins on continue de travailler sur les autres priorités et ça c'est important. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, on travaille, alors que le dossier était enlisé, aujourd'hui, on travaille sur de la coordination de la prise en charge des réfugiés. On travaille enfin sur une plateforme commune d'enregistrement des demandes. Donc oui, on avance. On tire aussi des expériences Et sur le droit d'asile commun. Je pense qu'il faudrait avancer sur une harmonisation des règles. Parce que les règles sont très différentes d'un pays à un autre. Évidemment. C'est ça qui fait qu'il y a une sorte de tourisme du droit d'asile. Simplifier, harmoniser. Ça, vous pensez que c'est possible d'y arriver avant fin juin ? Je prendrai pas d'engagement sur le calendrier. Là encore, ce que je vois, c'est que malheureusement, dans le cadre de crise, dans le cadre de la crise qu'on connaît, on avance quand même et la guerre en Ukraine fait quand même bouger les lignes du côté de certains États membres qui freinaient des cas de fer en la matière. Sur la proposition du mouvement européen d'un commissaire en charge précisément de la migration et d'asile qui coordonne un peu tout ça, cette plateforme, l'agence qui vient d'être créée, Frontex. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça obéit à des gens différents, qu'il n'y a pas de coordination au niveau central. Est-ce que ce serait pas une bonne idée ? Pourquoi pas ? C'est aussi un symbole fort qu'on enverra en créant ce nouveau poste de commissaire. Là encore, je pense que il y a de la clarification à mener. L'important, c'est que la responsabilité soit assumée. Alors, soit on met en place un commissaire dédié, soit, de toute manière, on s'assure qu'on avance véritablement et qu'on se donne les moyens de mener cette politique en matière migratoire et ces réformes en matière migratoire, à la fois en responsabilité et en solidarité. J'ai évoqué la coordination de la prise en charge, on a évoqué la simplification, l'harmonisation, la mise en place d'une plateforme commune. Parmi les éléments aussi qui sont sur la table, il y a évidemment d'autres passeurs et il y a aussi l'engagement d'un partenariat avec l'Afrique qui sont parmi les priorités. N'est-ce pas gênant de voir que systématiquement, dès qu'il y a un problème de migration inopinée, ce sont les ministres de l'Intérieur des États membres qui se regroupent et qui en parlent, sous-entendu, c'est un danger pour l'Europe, sous-entendu, ce sont des terroristes potentiels, etc., etc. Il faut protéger nos frontières, ça c'est une évidence. Je fais pas les conclusions ou les sous-entendus que vous faites vous-même. L'important c'est que on s'organise, qu'on soit efficace, qu'on entame enfin ces réformes et qu'on ait du résultat à la fois pour protéger nos frontières, pour accueillir dans les meilleures conditions possibles évidemment ces réfugiés.
humanité, responsabilité, solidarité. Merci, je vous rends un peu de temps. Sylvie Guillot, même question. Face aux 4 millions de réfugiés ukrainiens, l'Allemagne propose des quotas de relocalisation obligatoire. Oui, non, pourquoi ? C'est intéressant que l'Allemagne fasse effectivement cette proposition. C'est là aussi une méthode assez différente par rapport à ce qui se passait auparavant, parce que souvenez-vous quand même qu'en 2015, la décision sur les Syriens, la décision sur la Turquie, c'est Madame Merkel dans le bureau du président de la Commission qui décide pour toute l'Union européenne, sans concertation. Alors, derrière, sans concertation non plus avec son Parlement. Avec personne du tout. Donc, effectivement, derrière, elle fait un geste extrêmement généreux d'accueillir 1 500 000 Syriens, mais la décision, elle a lieu seule. Or, moi, je crois que ça ne peut pas, ce type de décision ne peut pas reposer sur une décision unique, elle doit être prise évidemment en concertation. Donc si aujourd'hui la question de la relocalisation se pose, je suis ravie que ça le soit ainsi. Ça n'a pas marché les dernières fois, vous l'avez évoqué et d'autres l'ont dit également. Je pense que d'avoir un système de quotas préconçus, moi je trouve que les quotas c'est d'abord une photographie à un moment donné et c'est certainement pas dans une dynamique. Or, la question de la migration, c'est forcément une dynamique. Je profite de ce moment-là pour dire que, en plus, la migration est quelque chose de séculaire et ne va pas s'arrêter demain et continuera. Donc, de toute façon, il faut qu'on s'organise. Donc, je ne suis pas sur cette idée de quota de relocalisation. En revanche, il faut avoir un système de relocalisation dans l'Union européenne. Jusqu'à présent, la volonté politique, dans certains États, il y a fait allusion notamment, est au niveau 0. Donc on n'y arrivera pas avec un certain nombre d'entre eux. Lesquels ? La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Hongrie, ils sont en première ligne. Hein. Oui, mais attendez, c'est pour une raison tout à fait particulière, avec une directive tout à fait particulière, on pourra y revenir si vous voulez. Simplement, dans l'espace général, moi je pense qu'il n'y a que 2 solutions en fait. Soit on se met, et ça n'est pas contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure en vous répondant sur les cercles, soit on met en place une coopération renforcée entre des États qui sont réellement volontaires pour faire un système de répartition et qui partagent effectivement les mêmes objectifs et les mêmes pratiques. Moi, je pense que c'est possible et on sait très bien qui ça éliminera et avec qui on pourra se retrouver. Alors, on sait soit on applique les lois actuelles. Excusez-moi, le pacte asile-migration s'est encalminé depuis plusieurs années. Et ça ne bouge pas. Dans le même temps, en 2016, il y a déjà eu des réformes qui faisaient suite à d'autres réformes encore précédentes que personne n'a jamais évaluées. Donc en fait, on empile un certain nombre de choses, on empile des réformes, on empile des pactes. J'ai même retrouvé exactement les mêmes propos et les mêmes réponses sur le pacte d'il y a une dizaine d'années. Donc franchement, 2008, voilà. Donc franchement, là, peut-être faut-il se débarrasser du pacte, en revenir à un certain nombre de règles, il y a des textes qui correspondent à ce pacte, en venir à ces règles antérieures, et puis les appliquer réellement. Vous dites que cette éventuelle coopération renforcée, on sait quels sont les États membres qui n'iraient pas. Mais est-ce que la crise ne change pas tout ? Parce que la Pologne, la Hongrie sont aujourd'hui en première ligne. Donc peut-être qu'ils comprennent ce que c'est, toute cette solidarité qui vient aujourd'hui, notamment des autres pays qui avant étaient concernés. Peut-être. Oui, peut-être. Mais franchement, je pense pas qu'on est dans le monde idéal que vous décrivez. Je pose la question. Parce que voyez-vous, dans le cadre de la directive qui s'applique maintenant, qui n'est pas une directive traditionnelle de l'asile, c'est une directive qui n'a pas été appliquée depuis 20 ans, qui n'a d'ailleurs jamais été. Donc, qui octroie une protection temporaire extrêmement avantageuse pour les personnes qui fuient des guerres, qu'on aurait pu effectivement utiliser pour d'autres populations que cela. Mais ça, c'est quand on voit le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'il y a quelques restrictions quand même assez sévères dans l'application de cette directive protection temporaire. Et surtout, je vais vous dire le fond de ma pensée, ce que je crains avec la Pologne qui, pour l'instant, accueille effectivement énormément de gens, avec la Hongrie, qu'on accueille un petit peu moins, mais notamment la Pologne, c'est qu'elle ne fait pas du tout appel aux pays alentours pour relocaliser. Pourquoi ? C'est parce qu'elle ne veut pas demain qu'on lui pose les mêmes questions s'agissant d'une autre crise ou d'autres afflux. C'est-à-dire que derrière ma crainte à moi, dans l'application de cette directive, c'est qu'il y ait une sorte de marchandage sur OK, on fait le boulot maintenant, on le fait parce qu'effectivement ceux qui nous rejoignent nous ressemblent un peu, mais on ne voudra pas d'autres qui ne nous ressemblent pas. Et c'est ça ma crainte derrière. Et la deuxième crainte, c'est qu'il y ait finalement un marchandage sur la conditionnalité et sur l'état de droit. C'est-à-dire qu'en gros, la Commission se dise « Bon, écoutez, d'accord, c'est compliqué à mettre en place la conditionnalité sur les fonds européens.
La Pologne n'en voulait pas. Là, elle fait le taf. Donc, bon, allez, on va passer à autre chose. Donc, ça, c'est le verre à moitié vide, mais il faut aussi en parler de temps en temps. Effectivement. Sur cette proposition du mouvement européen concernant l'existence d'un commissaire précisément en charge de migration et d'asile, c'est tabou non, de pas faire du ça. tout. Mais c'est marrant parce que j'avais moi même l'impression qu'il y en avait deux commissaires au plan européen. On a quand même un vice-président, Skinas, qui, je vous rappelle quand même, au début était proposé pour être à la protection du mode de vie européen. Juste un petit détail. Hein. Mais moi, ça m'a pas... Enfin, voilà, je pense que ça échappe à personne. Et heureusement qu'on a été un certain nombre à faire le bras de fer pour que le côté protection du mode de vie européen passe à la trappe pour promotion du mode de vie européen. Et il y a Madame Johansson. Donc, théoriquement, le champ est couvert. Mais votre question est parfaitement juste au sens où ça n'est que sur un aspect de politique des ministères de la sécurité. Voilà, sur l'aspect sécuritaire. Ce qui effectivement, et là je rejoins Mélanie sur cette question-là, moi je pense que, enfin je ne sais pas si ma candidate le pense, donc en tout cas moi je le pense. Je pense que le ministère de l'Intérieur en France n'a finalement qu'une petite partie de la question de migration. Une toute petite partie, extrêmement importante parce que très sécuritaire et très visible et très conflictuelle, mais une toute petite partie. Donc effectivement, il faut débarrasser le ministère de l'Intérieur des questions de migration. Donc ce serait une possibilité. Frontex, c'est quelque chose qui vous semble être en peu de temps démocratique, pas démocratique, il faut... accélérer la manœuvre. Frontex est une agence. Une agence, ça fait ce que le pouvoir politique lui demande. Si elle ne le fait pas, elle est sanctionnée. Et c'est le cas s'agissant des refoulements et de du non-recrutement des officiers de protection de renforts fondamentaux qui auraient dû être recrutés par Frontex et qui ne l'ont pas été. Merci. Leïla Chaïb, même question sur ces fameux quotas dont l'Allemagne... que l'Allemagne préconise à propos des réfugiés? Alors nous, on est plutôt hostile à la logique de quotas. On préfère parler de répartition solidaire. Tout simplement parce que... Quoi la différence? Justement, avec les quotas, on a l'impression un petit peu que les réfugiés seraient comme des sacs à patates qu'on se répartirait comme ça dans les pays de l'Union européenne. Et la répartition solidaire... en fait, c'est basé sur la volonté des personnes, des réfugiés, sachant qu'il y en a certains qui parlent peut-être français mais pas allemand, ou à l'inverse qui parlent allemand mais pas français, ou alors qui peuvent parler une autre langue, en fonction des attaches familiales qu'ils ont dans tel ou tel pays, en fonction de la langue qu'ils parlent, et puis tout simplement en fonction de leur volonté. C'est pas un peu compliqué concrètement? Parce que je pense que, je me souviens que quand tous les Syriens sont arrivés, beaucoup demandaient à aller en Allemagne, ils parlaient pas un mot d'allemand. Oui, alors... peut-être, mais en tout cas, ça devrait pas. C'est quand même une double souffrance de devoir migrer, de devoir quitter son pays, et puis ensuite de devoir vivre dans un endroit où on n'a pas d'attache, où on n'a pas forcément la culture. Donc, d'abord, si la répartition peut se faire d'abord sur le critère de la volonté des personnes, c'est quelque chose qui nous paraît humainement plus juste. Et si tout le monde veut aller au même endroit? Après, il faut relativiser aussi, parce que si on regarde en termes de chiffres, par exemple, quand je regardais là les chiffres pendant ce qu'on appelle la crise migratoire, qui en fait était plutôt une crise de l'accueil plutôt qu'une crise migratoire, mais en 2015, le quota qui était attribué à la France, c'était 24 000 migrants. Et quand on rapporte à toute la population française, ça fait 4 réfugiés pour 10 000 habitants. Donc il y a de la marge, je veux dire, dans l'accueil. On voit bien, maintenant tout le monde est d'accord sur le chiffre de 100 000. Hein. Oui, mais il y a, en tout cas, c'est possible d'accueillir bien, dignement. Et puis, d'ailleurs, on voit en ce moment, mais comme ça a été dit, que au moins le positif dans ce drame, dans cette guerre, c'est le formidable élan de solidarité de la part des populations partout en Europe, où les gens accueillent bras ouverts. Et d'ailleurs, peut-être qui ont été plus rapides à aller sur place. C'est les premiers qu'on a vus aller sur place, c'était les ONG, c'était les gens qui arrivaient des fois avec leur voiture, plus rapide que les États d'ailleurs, parce que la chambre de la plateforme d'enregistrement, c'est bien qu'elle ait été créée, mais malheureusement il a fallu attendre le 28 mars, donc il y a juste, c'était quand lundi, le 28 mars, donc c'est un petit peu dommage que les États
les institutions aient mis plus de temps que par contre le formidable élan de solidarité, et d'ailleurs y compris des Polonais, parce que c'est vrai que l'image qu'on avait des Polonais, c'était évidemment peut-être une hostilité vis-à-vis de l'accueil des réfugiés, mais également c'était les manifestations contre le droit à l'avortement, hein. Et voir les Polonais accueillir, certes c'est leurs voisins, certes il y a eu ces problèmes de accueil au faciès, hein, en quelque sorte, mais il faut quand même saluer le fait que les Polonais en fait étaient pas non plus ce qu'on croyait, et que dans ces moments-là il y a de la solidarité, et on espère que elle perdure, et puis qu'elle s'applique aussi pour quand c'est des conflits qui se passent pas sur les terres européennes, mais plus loin. Est-ce que vous pensez que s'il y avait un commissaire en charge des migrations, on aurait réagi beaucoup plus vite? Est-ce qu'il n'y a pas une structure à mettre en place? Parce que, comme le disait Sylvie Guillaume, ça ne va pas s'arrêter, hein, entre le réchauffement climatique, les guerres, etc. On sait que l'Europe attire. Alors, deux choses. D'abord, sur le commissaire, effectivement, dans votre proposition, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on sort de cette logique des politiques européennes où on gère les flux migratoires par le sécuritaire, ou par une démarche, une politique militaire, et sans penser d'abord à l'accueil humain, en fait, sous un optique de droits humains. Après, la deuxième partie de votre question, c'était? Non, mais est-ce que on n'aurait pas été beaucoup plus rapide, justement, dans la constitution d'une task force pour l'accueil? Oui. On voit bien que depuis 2015, il s'est passé quand même 7 ans. Hein, il ne s'est rien. Il y a eu quasiment aucune avancée en Europe. Le problème, c'est surtout qu'on va continuer de traiter la question migratoire avec, comme ça a été dit, des refoulements aux frontières, avec une accélération des retours, alors que ce qu'il faudrait, c'est accueillir les réfugiés dignement. Sur Frontex, quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il en a une d'ailleurs? Quand il était député européen, on ne le voyait pas beaucoup. Hein. Je passerai sur votre remarque. Je sais pas, moi je suis élue depuis 2019. Ouais. En tout cas, nous, notre délégation, et puis c'est la position également de Jean-Luc Mélenchon, Frontex, on est contre. Tout simplement parce que justement là encore on est dans une gestion sécuritaire de ce qui devrait pas l'être. Et en fait il y a d'autres façons de résoudre ces problèmes-là, et ça n'a pas été évoqué, donc permettez-moi de l'évoquer. Bien sûr, oui. C'est la question des causes des migrations, en fait. Parce qu'à chaque fois quand on a des flux migratoires, il y a 3 raisons. Il y a soit parce que comme c'est le cas en ce moment, il y a un contexte de guerre, donc les gens sont obligés de partir. Soit c'est parce que il y a un appauvrissement des économies locales, et là aussi c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Par exemple, nous on propose de suspendre les accords de libre-échange qui souvent vont appauvrir les agriculteurs localement et faire que les gens ils ont plus de quoi vivre, et du coup qu'ils doivent fuir leur pays. Il y a également, mais je sais que c'est l'objet de la 3e partie de notre discussion, la question du réchauffement climatique, des catastrophes climatiques qui font que les gens sont obligés de fuir. Et alors je crois que dans ce qu'il faut développer aussi, donc il y a répondre à l'urgence humanitaire, hein, avec l'accueil, mais il y a également travailler sur les causes, et puis une fois que les personnes sont là, nous on propose aussi de travailler à des coopérations avec ceux qui le veulent, bien évidemment, les réfugiés ici qui le veulent, et travailler à des coopérations avec leurs pays d'origine. Alors bien évidemment là aussi ça se fait beaucoup quand même, parce que l'Europe c'est quand même le principal je crois donateur aux pays en voie de développement. L'Europe aide énormément financièrement tous ces pays-là. Là, il s'agit peut-être pas de faire des chèques, en fait, mais de remettre en question, de remettre à plat les politiques qui fondamentalement mènent au fait que les gens s'en aillent, et donc je vous disais les accords de libre-échange notamment. Mais là, en fait, après plus spécifiquement sur la question des réfugiés ukrainiens, on est dans une situation un peu différente aussi. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de quotas, il y a quelque chose qui marche pas, parce que les réfugiés ukrainiens, on le voit, ils ont envie de revenir en fait, mais dans leur pays, et d'être du coup accueillis dans les pays qui sont immédiatement autour de l'Ukraine, et pas de devoir venir. S'ils pouvaient pas éviter d'aller jusqu'à Marseille. Je pense que tous les réfugiés ont envie de rentrer dans leur pays, et là tout dépendra de l'issue de la guerre. Hein, complètement. Parce que si la Russie gagne, ce qui est jamais exclu, il va falloir gérer 4 millions de réfugiés, hein, au moins. Oui, c'est bien pour ça que oui, d'abord la première des solutions là face à à ces flux migratoires, c'est que la guerre s'arrête. Bon. En tout cas, ce deuxième débat, lui, il s'arrête, et j'appelle Jérôme Quéret, qui est délégué général du mouvement européen et qui va faire le point sur les temps de parole.
Je lui donne temporairement ma place. Bonsoir à toutes et à tous. Donc au niveau du temps de parole, pour Madame Chaibi, on est à 12 minutes 5, soit 5 secondes supplémentaires. Pour Madame Guillaume, on est à 11 minutes 13, donc vous pouvez encore parler 47 secondes de plus. Pour Madame Ayé, vous êtes à 12 minutes 15, vous avez donc surpassé de 15 secondes seulement. Pour Madame Legris, vous êtes à 13 minutes 30, donc vous avez 1 minute 30 en plus. Enfin, vous avez parlé de trop, pardon. Donc, pour la conclusion, qui normalement doit être de 2 minutes, il va falloir peut-être rétablir un petit peu pour la troisième thématique. Pour Madame Vogel, vous êtes à 12 minutes 2, soit 2 secondes de trop. Donc, je résume. Leïla Chabi, c'est bon à 4 secondes. Sylvie Guillaume, il lui reste 47 secondes de plus. Valérie Ayer à 15 secondes de trop. Constance Legris, 1 minute 30. Et Mélanie Vogel, c'est ric-rac. Ok, merci.